le petit dossier de l'aéroport de Bonaventure est tellement une belle image de ce que, tu sais, de ce que c'est la situation de la gestion gouvernementale. Mm. C'est vraiment une caricature. Tu sais, c'est incroyable. Hey, quand tu dis, là, 50 fois plus cher, Marc, c'est pas rien. Puis tu l'as posé la question. Comment se fait qu'ils n'ont pas trouvé une solution? Tu sais, le petit aéroport de Rocher-Percé, là, géré par la deuxième MRC la plus dévitalisée du Québec, à bout de bras, n'a pas ce problème-là. Nous recevons aujourd'hui Gaétan Lelièvre, expert en développement des régions, pour une analyse de 3 dossiers chauds de l'actualité gaspésienne. Il aborde d'abord le redécoupage de la carte électorale, craignant que la fusion des circonscriptions de Gaspé et Bonaventure ne crée un précédent néfaste pour la représentation des régions, tout en soulignant la charge de travail irréaliste pour un seul député. Il commente ensuite la réduction des postes dans la fonction publique qui touche plus durement la Gaspésie que les grands centres, contredisant les promesses de décentralisation. Enfin, il dénonce la gestion scandaleuse du dégivrage de l'avion ambulance à l'aéroport de Bonaventure, où le gouvernement a payé jusqu'à 50 fois plus cher que la moyenne régionale avant de couper le service. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, toi aussi? Oui, très bien, merci. Merci de prendre un peu de temps avec nous aujourd'hui. Là, peut-être avant le temps des fêtes, je voulais faire comme une petite analyse de l'actualité. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers à de quoi parler, mais on en a choisi 3. Et j'aimerais qu'on commence avec le découpage de la circonscription qui fait beaucoup jaser en ce moment. De ce que j'ai compris, il me semble que c'est toujours en débat à l'Assemblée nationale en ce moment. Et bien sûr, je voulais avoir un petit peu ton écho là-dessus parce qu'on voit qu'il y a eu une vive réaction de plusieurs personnes au niveau de la politique dans notre région. Même la table des préfets se sont rendus sur place Oui, au à Parlement. Québec. Donc, je voulais un peu t'entendre un peu là-dessus. Ben, c'est un dossier qui est pendant depuis plusieurs années quand même. On sait que dans la loi sur les élections, le directeur général des élections du Québec doit aux 2 élections revoir la carte pour s'assurer que le découpage des circonscriptions électorales est toujours conforme aux paramètres de la loi. Le problème, c'est que la loi telle qu'elle est présentement accorde beaucoup d'importance au caractère populationnel, aux critères populationnels. C'est-à-dire qu'en général, une circonscription devrait avoir environ 40 000 électeurs électrices, plus ou moins 25 48 000 même, plus ou moins 25 ce qui fait quand tu es en deçà ou au-dessus de ce paramètre-là de 48 000 électeurs, plus ou moins 25 ben le DGE, il a l'obligation de revoir la carte pour assurer un certain équilibre populationnel. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres critères. Le principal critère prépondérant, il y en a d'autres, mais on dirait qu'ils sont pas pris en compte. Le DGE, dans l'interprétation qu'il en fait, puis les tribunaux y ont donné raison, le directeur général des élections, le DGE, ben c'est comme si l'ultime critère, c'est on doit avoir des circonscriptions qui ont à peu près le même nombre d'électeurs et d'électrices, qu'importe leur dimension. Ce qui fait que sur l'île de Montréal, on peut rejoindre facilement 48 000 électeurs dans quelques coins de rue. Alors que pour avoir 48 000 électeurs dans une région comme la Gaspésie, ça nous prend un territoire qui souvent va être le double du comté de Gaspé. À titre d'information, quand j'étais député, j'avais autour de 30 000 électeurs dans le comté de Gaspé qui allaient de Capucin, Capcha, jusqu'à Grande-Rivière. Puis le comté de Bonaventure avait un petit peu plus. Donc tu vois, les 2 comtés de la Gaspésie, le comté de Bonaventure et le comté de Gaspé, ont à peu près 60 000 électeurs. Ben, il y a des comtés au Québec, un seul comté a 60 000 électeurs. Donc, c'est une question de critères. Puis si la loi n'est pas modifiée pour tenir compte des particularités territoriales, géographiques du Québec, des sentiments d'appartenance, des affinités territoriales, puis si on ne tient pas compte de facteurs comme ça, ben, le DGE est condamné finalement à considérer pratiquement juste le facteur populationnel, sans tenir compte de l'étendue géographique, de l'accessibilité du député, du nombre de dossiers, du nombre de municipalités qu'il doit desservir, etc. Donc, il y a un problème dans la loi et la seule façon de régler ça, c'est de modifier la loi. L'Assemblée nationale a tenté de faire une modification très légère il y a quelques années et ça a été débouté en cours. Le tribunal a dit que la modification de l'Assemblée nationale n'était pas légale. Donc, il va falloir que l'Assemblée nationale
revise en profondeur la loi. Mais en attendant, si on veut pas que la nouvelle carte électorale qui fusionnerait les comtés de Bonaventure et Gaspé en un seul comté, si on veut pas que ça s'applique pour l'élection de l'automne 2026, il serait urgent que l'Assemblée nationale, mais on dit Assemblée nationale, mais avec le gouvernement en place, qui avait tout près de 80 députés, une très, très forte majorité, c'est clair que si le gouvernement actuel de la CAQ n'est pas d'accord avec une modification rapide de la loi, ben on va devoir malheureusement voir disparaître les deux comtés et possiblement un nouveau comté qui va regrouper de Matapédia à Grande-Vallée, dorénavant là, ce qu'on appellera le comté de Gaspé-Bonaventure ou quelque chose comme ça. Et là, si je comprends bien, donc les vives réactions suscitées sont vraiment dues à la surface et à la représentativité d'un futur député, d'une personne qui devrait justement parcourir autant sur le territoire. Oui, bon, il y a la tâche du député qui va augmenter, c'est clair, mais il y a aussi toute une gamme d'autres inconvénients. Par exemple, le comté de Gaspé peut compter une vingtaine de municipalités. Si on ajoute le comté de Bonaventure, c'est peut-être une trentaine de municipalités. Donc, imagine-tu un député qui aurait 30 municipalités à desservir, 30 maires avec qui transiger, 4 préfets. On met 6 conseillers par municipalité. On est rendu là à 180 conseillers municipaux. Là, on a juste fait le portrait du contexte municipal. On ajoute à ça 4 hôpitaux à s'occuper sur le territoire au lieu de 2. On peut parler des organismes Comme ça se parle. communautaires, des organismes socio-économiques, les chambres de commerce, les entreprises. Donc, à un moment donné, les journées ont juste 24 heures, tu sais, puis t'as beau avoir un ou une députée qui est très motivé, très disponible. C'est des semaines de 70-80 heures minimum comme député. Je dis bien minimum. Donc, à un moment donné, ça a des limites. C'est que le député et son équipe ne pourra pas desservir adéquatement l'ensemble des besoins du territoire, ne pourra pas représenter adéquatement euh, sa circonscription. Donc, c'est la région qui va être perdante. Puis c'est un phénomène qui risque de se reproduire dans d'autres régions. Là, on parle de Gaspésie, mais la prochaine fois, ça va être l'Abitibi, ça va être la Côte-Nord. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est encore là, c'est une diminution, un effritement du pouvoir des régions dans l'ensemble du Québec. Et cette fois-ci, ce sont les couronnes urbaines qui gagneraient des comtés. Parce que si on enlève un comté en Gaspésie, on le donne ailleurs, parce qu'il y a 125 comtés. Donc, le découpage fera en sorte que ça serait dans les banlieues au nord de Montréal, dans le coin de Repentigny, Joliette, là, dans cette couronne nord de Montréal, que seraient principalement là ajouter des nouvelles circonscriptions. D'accord. Donc là, Donc, en résumé, la seule façon, à mon avis, d'éviter l'application de la nouvelle carte, c'est que la CAQ, qui est majoritaire, modifie la loi pour conférer au comté de Gaspé et Bonaventure un caractère d'exception, comme les îles de la Madeleine en bénéficient depuis plusieurs années, et ce, dans l'attente d'une refonte là, en profondeur de toute la question de la carte électorale. Parce que c'est une question très complexe. On peut comprendre l'objectif de une voix, un habitant, une voix et un vote au Québec, mais c'est plus compliqué que ça, tu sais. C'est plus compliqué que ça. Tu sais, moi, je parlais avec des députés quand j'étais en politique active, là, où des députés me disaient qu'il n'y avait aucun cégep sur leur territoire, aucun hôpital sur leur territoire, aucun aéroport sur leur territoire. Ça donne une idée, tu sais. Juste ça, là, ben moi, j'étais dans ma circonscription, là, j'ai 3 hôpitaux, puis j'ai 3 aéroports, puis j'ai le dossier du chemin de fer en plus. Tu sais, tous des dossiers majeurs qui s'ajoutent là à l'ensemble des dossiers des citoyens, des dossiers des entreprises. Donc, sans vouloir minimiser le travail d'un député dans les grands centres, c'est extrêmement différent de ce qu'on vit comme député dans des régions comme la Gaspésie. hmm. J'aimerais qu'on parle maintenant de sujet de, tu m'avais envoyé un document intéressant là sur la perte d'emploi en région. Puis je voyais que justement la Gaspésie, qui est pas un bon palmarès là, mais il se classait comme dans les 3 premiers où dans ces derniers mois, je crois, il y a eu plusieurs centaines d'emplois qui ont disparu entre guillemets. Est-ce que tu Oui, pourrais nous analyser un petit peu ce portrait-là au niveau de la Gaspésie? oui, c'est un article du Devoir de Isabelle Porter qui a été publié le 4 décembre et ça s'intitule La réduction de l'État plus sévère en région qu'à Québec et à Montréal. Et Madame Porter fait état des différentes coupures de postes
au niveau de la fonction publique dans les régions. Et on voit que, par exemple, en Ottawa, il y a une diminution de 2,5 dans la Naudière, 0,5 Donc, les régions, Montréal également est moins touchée. Mais quand on arrive dans des régions comme la Gaspésie, ben, c'est 8 des coupures de coupures de postes gouvernementaux au niveau du gouvernement du Québec qu'on vit. Au Lac-Saint-Jean, on parle de 10 de coupures. Quand on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, 9,5 Donc, on voit que, contrairement à l'engagement du premier ministre Legault, du gouvernement actuel, de créer 5 000 emplois en région, c'est un chiffre qu'on se souvient, c'est un énoncé que le gouvernement a souvent soulevé. Au lieu de créer 5 000 postes en région, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution massive des postes en région qui varie de 5 à 10 Donc, puis, dans les grands centres, par hasard, ben, dans les grands centres, il n'y a pas de coupure de postes. Au contraire, souvent, on retrouve là des augmentations. Donc, un autre déséquilibre là, dans les interventions du gouvernement actuel à l'égard des régions. Beaucoup de coupures de postes en région. Puis on le voit là, on peut le constater par quelques exemples là, concrets. Ici à Gaspé, par exemple, on avait le centre le centre téléphonique qu'on appelle là, du ministère de la Solidarité sociale, qui était à Monseigneur-Ross. Il y avait 115 emplois initialement. Ben là, on en retrouve quelques dizaines. On peut parler aussi d'un autre organisme important, Desjardins, qui avait, avec le plan de relance là, de 2000 du premier ministre Landry, il y avait une centaine d'emplois qui avaient été créés pour gérer tous les prêts et bourses du Québec à partir de Gaspé. Et présentement, ce bâtiment-là, qui a dû abriter au-delà de 100 employés, ben le bail n'est pas renouvelé. Puis quelques employés de Desjardins vont se ramasser finalement dans la caisse populaire à Gaspé. Donc, c'est sûr qu'on rentrera pas 100 employés dans la caisse populaire à Gaspé. Ça démontre que effectivement, il y a une diminution du nombre d'emplois là, en région. Puis on pourrait donner d'autres exemples. Hydro-Québec, à Gaspé, la bâtisse est pratiquement vide, alors qu'il y a déjà eu tout près d'une centaine d'employés. Donc, c'est un phénomène qu'on constate. C'est sûr que le télétravail doit être pris en compte là-dedans. Il y a des nouvelles façons de faire. Il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont non comblés. Donc, on constate qu'il y a une diminution de la taille de l'État à certains égards, même si, à d'autres égards, on voit que dans certains ministères, on parle de dizaines de milliers d'emplois de plus. C'est des chiffres aussi qui nous apparaissent dans l'actualité. Mais ce qu'on constate, c'est que dans l'ensemble, la diminution des postes au niveau du gouvernement du Québec est plus marquée dans les régions comme la Gaspésie, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean que dans des régions intermédiaires comme les couronnes autour de Montréal, notamment. Donc, c'est pas qu'une question de ce que je comprends de recentraliser quelque part d'autre. On déplace pas forcément des gens, mais c'est comme une autre façon de peut-être de travailler. Tu parlais de télétravail aussi, mais est-ce que c'est aussi que ces centres-là vont se réouvrir ailleurs? Ben, le télétravail, il s'applique partout à la grandeur du Québec, mais globalement, quand on regarde les chiffres là, de l'article de Mme Porter, ben, ce que ça démontre, c'est que les grandes coupures, là, ils sont surtout dans les régions, tu sais, comme la Gaspésie. Donc, oui, le phénomène du télétravail est présent, on doit en tenir compte, mais il devrait être présent partout. Mais malgré ça, ce sont les régions comme le Saguenay, l'Abitibi et la Gaspésie qui sont les plus fortement là, touchées par les coupures de postes. Donc, encore une fois, une centralisation d'une certaine façon. Et ce, malgré un engagement clair du gouvernement actuel, de la CAQ, de créer 5 000 emplois en région. Ça, c'est, écoute, là, on s'est fait répondre ça à de nombreuses reprises, mais quand on regarde dans les faits, ce qui se passe, puis, ben, c'est le contraire. Dans les régions, on voit des diminutions de postes, contrairement aux grands centres. Donc, c'est clairement en contradiction de l'engagement gouvernemental qui avait été pris par le premier ministre Legault il y a quelques années. Et ben, j'aimerais qu'on passe à notre troisième dossier, justement, un article que tu m'as envoyé d'Isabelle Larose sur Radio-Canada qui parlait des problématiques de dégivrage de l'avion ambulance à l'aéroport de Bonaventure. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu soulevais un angle que j'avais pas forcément vu. Là, il y avait différentes façons de voir ce dossier-là. Parce qu'on voit qu'il y a une question déjà pourquoi est-ce qu'il y a une problématique de dégivrage à l'aéroport de Bonaventure? Ça serait ça ma première question. Oui, faut prendre conscience que l'aéroport de Bonaventure est un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec, contrairement à beaucoup d'autres aéroports en région. Il appartient à Transport Québec, donc au gouvernement,
Et il y a des vols réguliers qui sont desservis par Pascan Aviation normalement, notamment, c'est-à-dire, et aussi l'avion ambulance, l'avion hôpital, les deux avions qui servent au transfert de patients, qui desservent l'aéroport de Bonaventure. Tout comme l'aéroport de Rocher-Percé, Gaspé, Sept-Îles, Bécomo. C'est des aéroports qui sont comparables. Ce qu'on constate de particulier à l'aéroport de Bonaventure, c'est qu'un aéroport propriété du gouvernement n'a pas de système de dégivrage des avions. Hein, le système de dégivrage des avions, on a à Rocher-Percé, un petit aéroport intermunicipal, on a à Gaspé, un aéroport qui appartient à la ville, on en a un peu partout, Montjoly, Bécomo. Et ces systèmes-là, ben, c'est un camion nacelle, généralement, qui vaporise là, voyons, de l'anti-réfrigérant, on peut parler, c'est l'équivalent, dans le fond, là, de lave-glace. Hein? Pour Oui. empêcher l'avion de glacer, on met de l'alcool, un produit spécial. Puis ça, c'est vaporisé sur l'appareil. Et l'appareil, s'il y a du verglas à une certaine altitude, ben, ça va lui permettre de passer à travers le verglas sans être englacé. Donc, c'est un système pour assurer la sécurité. À l'aéroport de Bonaventure, c'est un privé, pour ne pas le nommer Pascan, qui offrait le service à l'avion ambulance. Et ce que le ministre a annoncé, le ministre des Transports, le ministre Julien, Jonathan Julien, a annoncé il y a quelques semaines que le contrat ne serait pas renouvelé parce que ça coûtait trop cher. Donc ça veut dire que dorénavant, à Bonaventure, l'avion ambulance ne pourra pas atterrir potentiellement dans certaines situations météo où il y a un risque de verglas notamment, de givrage de l'avion. Le ministre invoque que le service a été utilisé 6 fois dans les 3 dernières années et que ça a coûté 550 000 dollars. Et il rajoute dans sa déclaration soit une somme approximative de près de 100 000 dollars par dégivrage. Quand j'ai vu ça, un ancien directeur d'aéroport comme moi, j'ai dit il y a quelque chose qui va pas, il y a une erreur, c'est clair. Mais non, j'ai bien fouillé, puis c'est bien ce que le ministre dit que Transport Québec a payé à Pascan. Donc 100 000 dollars pour dégivrer un avion, c'est incompréhensible. Là. Fait que là, j'ai fait une recherche. J'ai contacté différents aéroports, Sept-Îles, j'ai contacté Bécomo, j'ai contacté Montjoly et Gaspé et Rocher-Percé. Puis en moyenne, là, ça va de 500 dollars à 4 500 dollars le coût de dégivrage de l'avion ambulance dans ces aéroports-là. Mais à Bonaventure, on a payé en moyenne 100 000 dollars par dégivrage. Je comprends que le ministre dit que c'est trop cher. Puis je comprends qu'il se questionne. Mais ce que je comprends mal, c'est comment le gouvernement du Québec a réussi à payer 20 fois plus cher pour le même service qui est offert dans des aéroports gérés par des villes ou des MRC. C'est inacceptable, c'est inadmissible. 100 000 dollars, c'est 50 fois la moyenne là, des aéroports que je t'ai mentionnés. Donc, ça démontre que le gouvernement du Québec est un très mauvais gestionnaire des fonds publics. Ça démontre une certaine incompétence de la part des fonctionnaires qui ont traité ce dossier-là pour accorder un contrat qui donne comme résultat 100 000 dollars par intervention, alors que le coût moyen est environ 2 500 par toyeur. Et ça démontre qu'une fois de plus, ce sont les régions qui vont payer la note, non seulement financièrement, mais peut-être par des vies qui vont être menacées. Parce que si l'avion ambulance n'intervient pas, alors qu'on a un transfert important, urgent à faire, ben c'est peut-être un patient qui va décéder ou qui va subir des complications ou un risque d'accroissement de sa situation physique là. Donc à tous les niveaux, on se doit de questionner le gouvernement du Québec là. Au niveau financier, c'est un scandale là, de payer 50 fois plus cher. Comment expliquer qu'un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec n'est pas capable d'avoir sur place un système de dégivrage alors que des petits aéroports municipaux réussissent à trouver des solutions adéquates à un prix abordable? Ça démontre également que la centralisation des pouvoirs, puis tout ce qui est géré au central, c'est pas vraiment efficace et ça coûte beaucoup plus cher que quand c'est géré en région. Donc, raison de plus de demander de la décentralisation de pouvoir. Je crois qu'on ferait beaucoup mieux que le gouvernement du Québec dans ce cas-là. Puis, ça démontre aussi que les, les premiers, souvent, à écoper dans les coupures gouvernementales, ce sont les régions. On sait que le Conseil du Trésor a demandé à tous les ministères de couper dans leurs dépenses. Et par hasard, c'est dans le cadre d'un exercice de rationalisation du Conseil du Trésor que Transport Québec a mis sur la liste des coupures, notamment le service de dégivrage. Donc, un service qui a mal été planifié,
qui a coûté un prix scandaleux. Et plutôt que de trouver une solution intelligente, adaptée, comme les autres aéroports de la région ont fait, ben on décide de façon bête et méchante de couper le service et de mettre à péril des vies des gens de la baie des Chaleurs, des utilisateurs des MRC d'Avignon et de Bonaventure. Donc c'était un dossier que je trouvais extrêmement intéressant qui permet de faire ressortir les nombreuses lacunes des interventions gouvernementales en regard d'un dossier qui, à première vue, semble un dossier bien anodin, la gestion d'un aéroport, mais on voit que ça a des conséquences même sur des vies humaines. Oui, parce que je lisais que à certains moments, l'avion devait décider d'aller atterrir ailleurs parce qu'il pouvait pas, pour ces raisons-là, atterrir à Bonaventure. Je me demandais pourquoi est-ce que passer de tout à rien comme ça, enfin, avec un coût exorbitant, à ne plus rien vouloir faire. Il n'y a pas un entre-deux, on peut pas nuancer ça et dire, bah, on va installer un système qui va nous coûter peut-être, même si c'était 5 000 par dégivrage, on est déjà tellement moins que le coût initial. Tu as absolument raison. Puis ta question, là, elle est inévitable. Puis je comprends pas que, tu sais, que le gouvernement ne se pose pas cette question-là puis ne trouve pas des solutions. Parce que, comme tu dis, on passe d'un extrême à l'autre. On paye 50 fois plus cher que la moyenne régionale pour le service ou on ne le donne plus. Pourquoi est-ce qu'on va pas voir, là, pourquoi est-ce que les fonctionnaires responsables de ce dossier-là ne se sont pas posé la question avant de donner un contrat, là, qui donne comme résultante 100 000 par intervention au lieu de 2 500 en moyenne? Pourquoi les fonctionnaires sont pas allés voir dans les aéroports voisins comment ça fonctionnait? Comment les MRC, comment les municipalités se sont débrouillés pour offrir un service de dégivrage efficace et à un prix intéressant. C'est là qu'on voit la lourdeur de l'appareil gouvernemental, l'incompétence à certains égards de l'appareil gouvernemental et l'indifférence des impacts de décisions gouvernementales sur l'avenir des régions. Puis dans ce cas-là, on parle pas seulement de l'avenir de la région, on parle de santé, de vie de personnes qui sont directement concernées par cette décision-là. C'est scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est scandaleux d'en arriver à une telle situation. Et là, le ministre nous dit, ben, je vais avoir besoin de l'aide des MRC, du monde municipal, de la Gaspésie pour trouver une solution. C'est, puis le pire, c'est que, ben, le pire, c'est une façon de parler. C'est du bon monde dans le monde municipal. Nos préfets, nos maires ont dit oui, on va tenter de trouver une solution. Mais est-ce que chaque fois que le gouvernement fait des ratés, on va demander aux municipalités de payer la note pour l'incompétence gouvernementale? C'est beau d'être bon joueur, c'est beau de vouloir aider, mais à quelque part, d'encourager l'incompétence, moi je pense que c'est pas une bonne chose, là. C'est une responsabilité qui incombe au gouvernement du Québec et je pense que c'est au gouvernement à trouver les solutions. Est-ce que le gouvernement du Québec va faire la job des municipalités et des MRC? La réponse est non. Mais quand le gouvernement est mal pris, dans des situations aberrantes comme ça, ben là, il essaie d'avoir de l'aide financière de la part des communautés visées. Un peu ce qui a été fait avec le dossier d'Orléans Express. Quand Orléans Express a coupé le service en région, ben le ministère des Transports et les MRC ont mis l'épaule à la roue puis ont versé un montant annuellement, puis il est toujours versé ce montant-là pour maintenir le service en région. Mais là, on parle d'un aéroport qui appartient au gouvernement du Québec, à Transport Québec, qui dessert un service de transfert des passagers par avion qui appartient au ministère de la Santé. Donc, les deux ministères du même gouvernement ont réussi à faire du dossier de l'évacuation médicale dans la baie des Chaleurs un pareil fiasco. C'est préoccupant. Puis ça en dit long sur peut-être beaucoup d'autres interventions du gouvernement. Puis je peux pas faire autrement, Marc, avant de terminer cet entretien-là, de faire un parallèle avec le dossier du chemin de fer gaspésien. Mmh. Si on a réussi à payer 50 fois plus cher pour dégivrer un avion, un dossier aussi basique, aussi élémentaire que ça, c'est pas surprenant que le dossier de réhabilitation du chemin de fer entre Matapédia et Gaspé devait initialement coûter 240 millions entre Matapédia et Gaspé. Et là, on est rendu entre Matapédia et Port-Daniel seulement. Puis on frise le milliard de dollars et ce n'est pas fini, on n'est pas rendu à Gaspé. Donc, si Transport Québec a géré le dossier du chemin de fer, comme il a géré le dossier du dégivrage des avions à l'aéroport de Bonaventure, ça peut expliquer ce dépassement de coûts-là, également au niveau du chemin de fer, puis on pourrait sûrement sortir beaucoup d'autres exemples là, de mauvaise gestion de dossiers gouvernementaux. Puis souvent, ben, malheureusement, ce sont les régions qui écopent. Et ça vient des poches, en partie. Des contribuables. Hein?
des gens des régions concernées, mais aussi de l'ensemble des contribuables québécois. Donc, il y a un grand ménage à faire au gouvernement. On l'a vu dans différents dossiers. Puis là, dans notre petit monde ici en Gaspésie, là, dans notre actualité régionale, on vient d'énumérer 2 dossiers qui méritent réflexion, puis méritent que le gouvernement, je pense, là, s'attarde en revisant sa façon de faire. Puis du côté de l'aéroport de Bonaventure, c'est urgent parce qu'on est en période hivernale. Les risques de givre, ils sont présents. C'est déjà débuté. Puis une vie, ça n'a pas de prix. Puis surtout une vie, ça n'a pas de prix dans un contexte où il y a vraiment incompétence de la part de l'intervention du gouvernement du Québec. Ce n'est pas aux Gaspésiens, pas aux Gaspésiennes, pas aux gens de la Baie-des-Chaleurs à payer le prix de l'incompétence de Transport Québec dans ce dossier-là. Ça, c'est clair, c'est inadmissible. En tout cas, merci beaucoup Gaëtan pour l'analyse de ces thèmes d'actualité. Puis si on ne se reparle pas avant le temps des fêtes, je te souhaite un bon temps des fêtes. Merci à toi également, et à tous ceux et celles qui nous écoutent. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.